Alors, autre question. Il semble que certains de vos auditeurs en Algérie, où l'on vous écoute beaucoup, n'aient pas compris votre réflexion à propos de l'Hivernet et de sa compagne musulmane. Revenez sur ces faits, s'il vous plaît. Je leur demanderai de réécouter ce que j'ai dit, parce que je pense que j'avais été assez clair. D'ailleurs, c'est en général le fait d'être trop clair que l'on me reproche en général. Bon, ce que j'avais dit, cela faisait partie d'un ensemble concernant le sieur l'Hivernet. Alors, petite histoire, là encore, il y a quoi, 5 ans environ, un jour je reçois un coup de fil, il se présente, il me dit, voilà, j'habite à Toulon comme vous, j'essaye de faire des entretiens avec les personnes qui me semblent les plus pointues sur les sujets d'actualité, accepteriez-vous de faire un entretien avec moi? Je dis, oui, pas de problème. On fait un entretien, 2 entretiens, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 même. Et puis un jour, il me dit, c'était basé évidemment sur mes livres, soit le complot mondialiste, soit la maçonnerie, notamment. Il me dit, écoutez, ça m'arrangerait si je pouvais vendre certains de vos livres. Je dis, oui, pourquoi pas, on vous fera les conditions que l'on fait au libraire. Et il se met à vendre mes livres, et notamment la maçonnerie et le complot mondialiste. Et puis un beau jour, un de mes correspondants m'envoie une vidéo en me disant, mais écoutez, regardez ça parce qu'apparemment, monsieur l'Hivernet vous plagie. Je regarde la vidéo, effectivement, il reprenait toute une documentation que j'avais sortie, et moi, je donne mes références quand je prends des citations, et il ne citait pas de quel livre c'était sorti. Première étape alors, je prends contact avec lui, je dis écoutez, je suis un petit peu surpris de ça, vous auriez tout de même pu citer de quel ouvrage vous aviez sorti ça. Il dit mais non, mais pas du tout, c'est pas un plagiat, enfin il a évacué. Alors petite parenthèse, j'oublie une chose, c'est que quand il m'avait invité pour ses entretiens, il m'avait présenté à sa compagne. Qui au demeurant était une jeune femme sympathique, rien à dire, en me disant voilà, ma compagne est musulmane, etc. À l'époque, il avait un enfant. Je m'étais dit à l'époque, c'est son problème, c'est pas ça qui m'intéresse. Et puis, chemin faisant, je découvre qu'il était sédévacantiste. Vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils estiment que un certain nombre de papes ne sont pas papes, il le décrète ainsi, comme s'il croyait que certains papes précédents de notre époque moderne avaient tous été si parfaits que ça, et donc il se présente comme plus parfait que les chrétiens normaux, disons, et donne des leçons à tout le monde. Et je m'étais dit, écoute mon petit bonhomme, quand même, tu vis maritalement avec une musulmane, c'est ton problème, c'est pas le mien, ça c'est certain. J'aurais peut-être bon que tu ne cherches pas à donner des leçons à tout un chacun, quand même. Peut-être réservé. Être réservé. Et donc, il y avait donc ces 2 éléments. Et j'en ai fait, je crois que lors de cet entretien ou entretien, que certains apparemment en Algérie me reprochent, j'avais fait remarquer cette incompatibilité. C'est pas qu'il soit avec une maghrébine qui me dérange, c'est le fait qu'il donne des leçons alors qu'il est en situation tout de même irrégulière, parce que les catholiques se marient normalement, les musulmans se marient aussi, et les juifs se marient aussi. Donc, pourquoi alors à ce moment-là vouloir donner des leçons de morale à tout un chacun? Donc il ferait mieux de la boucler. Donc c'était tout simplement ça que je disais. Je disais, il n'est pas cohérent, il ne peut pas à la fois vouloir donner des leçons de morale à tout le monde et se comporter comme il le fait avec sa compagne, qui devrait peut-être souhaiter qu'il lui propose de se marier. Sans compter l'histoire des plagiats. Et alors en plus de ça, il a remis ça dernièrement en publiant un bouquin où alors là c'est non seulement un copier-coller, en très très grande partie, mais quand il fait l'allusion à toutes les sources qu'il a données, en donnant la source aussi du livre de mon père, Le secret des francs-maçons, il se garde bien de donner la source de mon bouquin qu'il a vendu.
Pourquoi ne donne-t-il pas ma source du livre qu'il a vendu? C'est parce que les gens qui vont lire son livre n'auront pas la possibilité de comparer les deux textes. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que je réponds à ces braves gens en Algérie qui apparemment ne m'ont pas compris. Ils me relisent. On ferme la parenthèse avec le personnage et on embraye sur l'affaire de la traite des humains en Libye, qui a fait grand bruit dans les médias. Avez-vous un commentaire sur cette affaire? On amuse les gens avec des choses que tout le monde savait depuis très longtemps. C'est vieux, je dirais, comme le monde. Je dirais que c'est vieux comme Israël et que c'est vieux comme l'islam. Parce quels ont été les intermédiaires dans la vente des esclaves de tous les temps? Des marchands juifs et des trafiquants musulmans, fournissant la main-d'œuvre un peu partout dans le monde, et notamment aux grandes plantations américaines, y compris dans nos territoires d'outre-mer, en Martinique et en Guadeloupe. Ce sont les Mendes France, les marchands Mendes France. C'était pas de bons petits chrétiens quand même. Donc on nous amuse. Bon, je vais passer maintenant, on n'en parle plus, avec cette histoire de traite en Libye. J'aurais aimé qu'on rappelle les précédents, ce qui n'a pas été fait. Voilà, en effet. Alors j'ai une autre question sur l'Angleterre. Il y a la Grande Loge Unie d'Angleterre qui vient de célébrer les 300 ans de la franc-maçonnerie au Royal Albert Hall de Londres, en présence de son grand maître le duc de Kent et de 4000 invités. Que vous inspire cette nouvelle, vous qui êtes un spécialiste de la franc-maçonnerie? Bon, eh bien, je dirais que c'est tout à fait logique, puisque l'Angleterre a été le berceau de l'émergence officielle de la maçonnerie en 1717, à la taverne de Three Apple, taverne des Trois Pommes, avec trois individus qui étaient désaguillés, Anderson et Payne. Enfin, j'en parle longuement dans mon livre La maçonnerie, justement, plagié par Monsieur Livernette. Et donc, l'héritage anglais actuel, c'est la maçonnerie. Et le plus beau, c'est que l'on sait que les princes royaux anglais sont circoncis. Aujourd'hui, le prince... Rappelez-vous un texte que je rappelle très régulièrement du British Israel, qui disait à peu près ceci: nous, avec les dominions anglais et le monde juif, nous sommes le nouveau Messie, ou je sais pas quoi, un truc dans tout là. Donc c'est cette conjonction à la fois juive et maçonnique en Angleterre qui explique l'Angleterre moderne. Donc c'est pas étonnant que le duc de Kent fasse tout ce genre de cérémonies, etc. Oui. Et rappelez-vous, dans un des derniers numéros de La Politique, j'avais, dans un des articles, il y avait une photo qu'on avait insérée, où on voyait le duc de Kent, je crois que c'était encore lui, avec Melanie Trump, si mes souvenirs sont exacts, où il y avait ce mouvement-là. Vous n'avez pas vu dans La Politique, vous n'avez pas fait attention, il faut regarder, hein, pourtant c'était assez lisible. C'était le prince Harry. Celui qui va se marier. C'est tout de même assez typique. Et je dois dire que le grand tournant en Angleterre, je l'ai déjà dit, je le répète, le grand tournant pour l'Angleterre, ça a été l'arrivée de Cromwell. Quand Cromwell, protestant, très enjuivé, a éliminé Charles Ier d'Angleterre, qu'il a raccourci. Donc c'était du Louis XVI avant la lettre. Ah oui. Et puis Cromwell n'a pas duré parce que sa politique était épouvantable. Les Anglais, économiquement, c'était la catastrophe. Et puis il y a eu ce que l'on a appelé le grain de sable de Cromwell. Qui était quoi? Il a simplement fait un calcul au Rhin qui l'a tué. Et en histoire, on parle du grain de sable de Cromwell parce que c'est ça qui a aidé à le faire disparaître. C'est pour ça que quand je parle du grain de sable dans la machinerie du mondialisme à propos de Poutine, oui. Vous voyez, je fais allusion à ça.
Alors, comme vous l'avez noté à plusieurs reprises dans la politique, nombre d'anciens alliés des États-Unis se retrouvent contre leur ancien maître. Avez-vous une explication en cela? Eh bien, il y a la conjonction de deux choses. Des abus des Américains dans ces pays, justement, qui fait que périodiquement, les peuples de ces pays en ont ras-le-bol des gouvernements à la botte de leur gouvernement à la botte des Américains. Et deuxièmement, le fait qu'aujourd'hui, avec Poutine et avec la Chine, ils ont l'alternative, ils ont une autre puissance vers laquelle ils peuvent se tourner. Donc il y a à la fois le ras-le-bol vis-à-vis des Américains et la possibilité d'être accueillis ailleurs. Tout aussi simple que ça. C'est comme ça que nombre de pays basculent. Ouais, ils se retournent contre leur ancien maître. Enfin bon, pour l'instant, au Moyen-Orient, comme ils sont nombreux à être, comme vous avez... Ah non, le Moyen-Orient, pour moi, ce sera par la force. Moyen-Orient, ce sera par la force. Et pourquoi croyez-vous qu'il y a eu ces manifestations Enfin, on en reparlera peut-être à une autre occasion. Laissons ça de côté. D'accord. Ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ce dernier entretien qui clôt l'année 2017. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on espère vous retrouver en bonne santé pour l'année 2018 qui s'annoncera sûrement encore très riche en événements politiques. Tumultueuse. Riche. J'étais pas pris le bon adjectif. En tout cas, oui, mes meilleurs vœux pour vous aussi et la meilleure santé possible. Parce que c'est comme ça qu'on peut garder l'énergie pour combattre, et on va en avoir besoin. Merci. Ben, merci beaucoup. Au revoir, Merci, monsieur Francard.